repart donc pour un deuxième mandat de 5 ans. L'Allemande Ursula von der Leyen a été réélue jeudi à la tête de la Commission européenne, l'une des principales institutions de l'Union européenne. Une réélection qui n'était pas forcément évidente après la poussée des extrêmes droites aux élections européennes. Bonsoir Élise Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable des études à la Fondation Robert Schuman et vous allez donc nous aider ce soir à y voir un petit peu plus clair sur les ambitions d'Ursula von der Leyen pour l'Union européenne, mais aussi sur les défis qui l'attendent dans les 5 ans à venir. D'abord, comment est-ce que vous expliquez sa réélection à la tête de la Commission européenne ? D'abord, qui d'autre ? C'est-à-dire qu'il est établi depuis le traité de Lisbonne que maintenant les grands groupes politiques du Parlement européen se présentent avec une tête d'affiche qui est supposée présider la Commission européenne. Mais tous les groupes parlementaires du Parlement européen n'avaient pas de candidat. Donc quand vous avez, on va dire, une frange très à droite de l'hémicycle qui aime bien détester Ursula von der Leyen, finalement, il n'avait pas de candidat en face. Donc il y avait les Verts qui avaient une double présidence, il y avait une Renew, il y avait une triple proposition de présidence. Mais si vous voulez, on s'est retrouvé à un moment où le seul candidat qu'il y avait en face, c'était chez les socialistes et démocrates, mais à partir du moment où le PPE est le groupe majoritaire au Parlement européen, eh bien les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés, entre guillemets, obligés, au regard des dispositions du traité de Lisbonne, de proposer Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. À la tête de la Commission européenne. Alors quand même, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en 2019, Ursula von der Leyen, elle avait été élue à la tête de la Commission avec une marge seulement de 9 voix. Cette fois-ci, elle a eu 41 voix d'avance, donc elle a une assise un petit peu plus large qu'il y a 5 ans. On imagine que cela a un prix. Elle a dû donner un certain nombre de gages aux différents partis de sa majorité. Oui, ce sont des suppositions, mais quand on suit son discours introductif au Parlement européen, on voit bien qu'il y a des messages qui sont envoyés au soutien dans les autres groupes. Alors, ils ne s'en sont pas cachés, hein. Les Verts ont soutenu pour avoir un tel score. Si on ne parle plus de pacte vert ou Green Deal, il est quand même question d'une industrie propre, d'une réduction drastique des gaz à effet de serre. Plus que drastique, elle dit nous inscrirons notre objectif de 90% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2040 dans notre loi européenne sur le climat. Là, on a un engagement très net et très clair, effectivement, qui a dû faire plaisir aux écologistes. Après, reste à savoir si elle tiendra cette promesse. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être pour relâcher la pression de cet hiver, c'est qu'elle a beaucoup insisté sur l'industrie. Le renouveau de l'industrie, repenser nos chaînes de production. À titre d'exemple, la principale commission parlementaire au Parlement européen dans la législature précédente, c'était la commission ENVI sur environnement et santé. Et bien maintenant, la principale commission, c'est la principale commission parlementaire, celle qui est la plus fournie en élus, dirons-nous, c'est la commission industrie et recherche. C'est-à-dire qu'on poursuit toujours cet objectif de modèles à suivre en matière environnementale dans le monde, mais on va avoir une approche un petit peu différente en se concentrant sur l'industrie, sur la recherche, sur l'innovation. Mais quand même, Élise Bernard, lorsqu'elle a présenté sa feuille de route jeudi face aux eurodéputés, on a le sentiment qu'elle a fait toutes sortes d'annonces, de propositions assez générales pour essayer de convenir à un spectre politique assez large, mais finalement, toutes ces propositions, elles sont assez peu chiffrées. C'est vrai. En même temps, c'est un programme politique qu'elle propose à ce moment-là. Et qu'elle ne respectera pas, on peut d'emblée le dire. Peut-être pas. Parce que les extrêmes droites ont quand même gagné du terrain au Parlement européen, donc on imagine que tous ces partis, tous ces eurodéputés d'extrême droite vont peut-être essayer de faire barrage à toutes ces propositions d'Ursula von der Leyen. Oui, mais... Dans la vie parlementaire du Parlement européen, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, peut-être que ça va changer, mais à l'heure actuelle, on va dire que certains groupes se démarquent par leur absentéisme. C'est-à-dire que vouloir faire barrage à des textes Vous pensez à des proposés groupes d'extrême droite, plutôt vers la droite de son groupe qui est le PPE, effectivement. Certains groupes sont très concentrés sur certains sujets, donc ne se déplacent pas pour d'autres, et certains
Je vais vous rappeler, juste il y a quelques semaines, nous avions un candidat aux législatives qui disait expressément ne jamais lire ces textes avant d'aller au Parlement européen, il me semble. Bon, il n'est pas le seul. Donc, si vous voulez faire barrage, pourquoi pas? Mais il faudrait déjà aller amender les textes proposés par la Commission européenne, parce que la Commission européenne, elle propose un texte qui est amendé par les parlementaires européens. Donc tout cela, en tout cas, voilà, peut jouer en faveur d'Ursula von der Leyen et de ses promesses. Alors moi, j'ai quand même eu le sentiment, en écoutant sa feuille de route face aux eurodéputés, qu'elle avait durci d'une certaine manière sa position sur l'immigration. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on commente juste après. Nous devons garder à l'esprit que la frontière d'un État membre est une frontière européenne. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les renforcer. C'est en partie pour cette raison que nous devons renforcer Frontex. Pour la rendre plus efficace, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux, je proposerai de tripler le nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes européens pour les porter à 30 000. Voilà, Ursula von der Leyen qui a également exclu toute collaboration avec l'extrême droite, mais ce type de discours qui propose quand même de durcir nettement la réponse face à l'afflux migratoire, est-ce que ce n'est pas une façon d'essayer de séduire la droite, voire l'extrême droite ? Alors, il est évident que cette proposition, elle s'adresse aux élus réformistes conservateurs, et en particulier les principaux représentants qui sont italiens, donc représentés par Giorgia Meloni. Pourquoi les frères d'Italie Pardon, les frères d'Italie de ce groupe, en particulier, c'est que l'Italie est un pays d'arrivée massive. Donc, pour des raisons tout à fait pratiques, et c'est d'ailleurs pour cela que Mme Meloni a été élue, les Italiens veulent un renfort solidaire des autres Européens. Donc Ursula von der Leyen, si je vous suis, a voulu faire plaisir notamment à la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a ensuite dit qu'elle n'avait pas voté pour sa réélection à la tête de la Commission. Est-ce que c'est pour faire un petit peu la telenovela? Je ne sais pas. De toute façon, on ne sait pas exactement ce qui se passe au Conseil, si vous voulez. Donc elle peut déclarer ce qu'elle veut. Encore une fois, je vous dis ça, elle n'avait pas d'autres candidats à proposer. Et au sein même du Parlement européen, on ne sait pas exactement qui dans les groupes a voté pour ou contre Mme von der Leyen. Donc finalement, on anime un petit peu la situation comme ça. Après, cette histoire de Frontex, c'est une proposition. Je rappelle que les forces de sécurité intérieure qu'on envoie aux frontières, ils viennent des États membres. Enfin, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui va décider quand et comment ils vont envoyer leurs forces de l'ordre. Alors sur ce volet migratoire, il faut quand même rappeler que dès le 25 juin, donc avant sa réélection, Ursula von der Leyen, elle avait promis justement dans une lettre de prendre cette question de l'immigration très au sérieux si elle était réélue pour un second mandat. Et elle se disait notamment favorable à l'externalisation des procédures d'asile, un petit peu à l'image de ce que l'Italie souhaite faire avec l'Albanie. Elle ne risque pas, sur ce point, cette question de l'externalisation, Ursula von der Leyen, de se heurter à l'opposition de plusieurs pays européens, voire à l'opposition aussi des défenseurs des droits de l'homme en Europe? Mais pour externaliser le droit d'asile européen, il faudrait déjà qu'il y ait un droit d'asile commun européen. Et encore une fois, là, on est de l'ordre de la compétence souveraine des États. Chaque État signataire de la Convention de Genève va reconnaître à un demandeur d'asile son statut de réfugié ou pas. Donc, si vous voulez, il y a des outils en commun au niveau du passage de frontières de l'Union européenne, mais il n'existe pas de droit d'asile au niveau de l'Union européenne en tant que telle. La protection dont disposent par exemple les Ukrainiens qui ont fui les conflits, c'est une protection subsidiaire très particulière. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'en fait, elle va avoir énormément de mal à naviguer politiquement, Ursula von der Leyen, pendant ces 5 prochaines années. Il y a quand même beaucoup d'obstacles déjà dressés sur son chemin. Non, mais c'est viser très haut pour si finalement, si elle arrive au milieu, ce sera pas trop mal. C'est ce qu'on a vécu avec le pacte vert, finalement. Il y avait aussi de très très grandes annonces, c'était une priorité. Elle avait un vice-président écologiste pour ça. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle est même allée jusqu'à dire à la fin qu'il faut ralentir, et en même temps, elle garde toujours cet objectif qui est très très au-delà de ce qu'elle peut faire. Mais si ça peut amener justement les élus du Parlement européen à se poser la question, ah oui, s'il faut externaliser le droit d'asile européen
peut-être qu'ils se rendront compte qu'il n'y a pas de droit d'asile européen, et c'est intéressant. Oui, et autre défi, c'est ce froid qu'on constate aujourd'hui entre la Commission européenne et la Hongrie de Viktor Orban, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Viktor Orban qui a pris, on en a parlé sur TV5 Monde, quelques libertés ces dernières semaines, en allant justement rencontrer Vladimir Poutine à Moscou. Entre autres, il est aussi allé en Chine et en Ukraine, donc sans mandat des Européens. Sur cette question de la gestion du conflit en Ukraine, on a, entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, vraiment deux visions qui s'affrontent radicalement. Ça va être compliqué, ça aussi, dans les prochains mois. Le Conseil de l'Union européenne, sa présidence tournante, elle est nationale, elle permet à chaque État membre de présenter ses priorités pour un semestre. La Hongrie a présenté ses priorités. Elle relève de l'élargissement, de la meilleure gestion de l'immigration et sur des questions économiques essentiellement. Il n'est pas vraiment question de questions géopolitiques au Conseil de l'Union européenne parce que les questions de politique extérieure, elles se font soit au niveau de la Commission, soit au niveau du Conseil européen. Donc on a vu Viktor Orban prendre des positions, ou dire qu'il allait prendre des positions au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais le Conseil de l'Union européenne en tant que tel ne va pas prendre de décision. Donc il fait le spectacle. En tout cas, il fait le spectacle, mais il peut quand même renforcer les divisions entre les Européens. Alors, il peut donner une image faussée à l'extérieur. Parce que c'est vrai que comme on a tendance à parler de présidence de l'Europe, quand on va un petit peu vite dans les présentations de ces présidences tournantes, eh bien, il va se présenter comme le représentant de l'Europe géopolitique qui aurait viré de bord comme ça et qui accepterait la solution du Kremlin pour sa paix à elle, en tout cas. Enfin, une dernière question pour vous, Élise Bernard. Question qui se pose, l'Union européenne va-t-elle rétablir ses relations avec le Royaume-Uni? C'est en tout cas le souhait du nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. Il a reçu cette semaine une quarantaine de dirigeants européens. Il plaide pour une réinitialisation des relations. On l'écoute. Le Royaume-Uni est de retour sur la scène internationale et je suis très heureux que la plupart des dirigeants, si ce n'est tous, repartent d'ici avec un sentiment de confiance renouvelé dans leurs relations avec le Royaume-Uni, avec une réelle compréhension de ce que nous entendons par réinitialisation et je pense qu'ils sont impatients d'approfondir les relations bilatérales que nous entretenons avec eux. Voilà, Élise Bernard, cette réinitialisation des relations, elle est possible après et en dépit du Brexit? Il y a des signaux positifs qui ont été lancés. D'ailleurs, dès le lendemain de l'élection de Keir Starmer, au sommet de l'OTAN, pour les 75 ans de l'Alliance, on l'a vu s'entretenir avec Emmanuel Macron, ça a été très, très remarqué, et avec Charles Michel en particulier. Donc le rapprochement, il est acté, il est assimilé. L'organisation de la communauté politique européenne au Royaume-Uni, alors c'était prévu, mais j'imagine pas du tout Liz Truss dans cet objectif-là de rapprochement avec un gouvernement travailliste auprès des Européens. Alors, il est assez clair dans ses prises de position, il se dit lié à l'Europe continentale. C'est-à-dire qu'il y a la guerre sur l'Europe continentale, donc il faut être solidaire avec l'Ukraine contre la Russie. Ça signifie être solidaire avec tous les États qui sont contre la guerre sur le continent et, quand ce sera nécessaire, pour des raisons de sécurité et de défense, avec les États de l'Union européenne. Puisque dans certains cas... un rapprochement, et notamment sur ces dossiers, ces questions de défense, mais pas de réintégration, a priori, pas de volonté de réintégration du Royaume-Uni à l'Union européenne. Il nous reste une dizaine de secondes. Le terme est bien choisi, reset, on reprend tout à zéro. Le Royaume-Uni est un État tiers de l'Union européenne, donc c'est un État qui va traiter avec une organisation internationale. Et ben voilà qui est clair. Merci beaucoup, Élise Bernard, pour vos explications. Responsable des études à la Fondation Robert Schuman.